Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Marion Sauveur, notre invité du jour, il est auteur, il est présentateur télé, il est passionné de foot, c'est un amoureux des mots et des beaux gestes, un pro du tacle verbal, parfois aussi, portrait sonore, partiel et partial. Paranormal Activity, Doreen Poli, vous l'avez vu, Eric? Alors c'est extrêmement étrange. Voilà, c'est un film expérimental et c'est une expérience. Il faut bien expliquer, ça doit durer 1h30, une petite heure et demie. Ouais, une petite heure et demie. Pendant 1h25, on s'ennuie plutôt. Voilà, ça monte. Non mais c'est vrai. Bonsoir et bienvenue sur Paris Première. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire car c'est maintenant l'heure du débat et de la réflexion. Mais pour moi, l'essentiel est ailleurs. Et on va voir si c'est Zemmour qui a raison ou moi. Est-ce que Hamon est un simple apparatchik ou au contraire, est-ce qu'il peut être au rendez-vous de l'histoire? Comment Maigret, le personnage, est-il né? Eh bien ça, je n'en sais rien. C'est pas un hasard, lui. Oui, tout à fait par hasard. Je me suis souvenu probablement des commissaires que j'avais connus lorsque j'étais journaliste, puisque j'allais faire le tour des commissariats tous les jours. Un reporter a beaucoup de contacts avec la police. Je me suis par conséquent souvenu des vrais policiers. Peter Sellers is Horundi V. Bakshi. Horundi V. Bakshi is the life of the party. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Cook, vous êtes un salaud. À côté, eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Pardon Eric Nolot, je vais reprendre l'antenne sur cette chanson de Graham Parker. Je sens que je vous ai... Ça partait si bien. Voilà. Je vous ai achevé une première fois, là, c'est ça? Oui, ça s'écoute jusqu'au bout. Bonjour Eric Nolot, comment ça va? Bonjour Eva, bonjour à tous, ça va très bien. Et je voudrais, avant de l'oublier, saluer les efforts de Laurent Cabrol pour relancer le mot folichon. C'est vrai. Qui avait disparu depuis les années 50 et je trouve que c'est un bel effort. À tous les jours, on a droit à notre petit folichon tous les jours et on l'attend d'ailleurs. C'est beau, sans folichon, c'est Monsieur pas Laurent Patrimoine Cabrol. Mexicain. Exactement. Voilà. Eric Nolot, qu'est-ce que vous avez entendu dans vos oreilles à travers ce portrait? Je l'ai bien dit, partiel et partial. Partiel évidemment, parce que je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, mais enfin vous avez listé pas mal de mes passions principales. Simon, il se trouve que je passe mon été à relire ou à lire du Simon, parce qu'on ne peut pas avoir lu tout Simon, il a dû faire plus de 400 ou même peut-être plus de 500 romans, et que plus je lis et plus je m'interroge sur le fait qu'on ait pu le ranger parmi les romanciers de gare, alors que c'est peut-être un des plus grands auteurs de langue française de tous les temps. Et puis quelques-unes de mes marottes, il y a deux parties avec Peter Sellers. Quel grand film, film culte. Non mais rien que d'entendre Horundi V. Bakshi, ça me met en joie immédiatement. Puis vous avez terminé par Graham Parker, mon idole absolue, ce rocker britannique que j'idolâtre depuis 40 et quelques années. Et puis on a également entendu un extrait de Sa balance à Paris, c'était la 200e, c'était à l'époque Pierre Lescure qui présentait l'émission et qui vous a passé le relais ensuite. Eric, alors l'émission Zemmour et Nolot, toujours sur Paris Première, qui est présentée par Anaïs Bouton, à laquelle vous participez. 8e saison. 8e saison, on va en reparler. Et puis évidemment, on n'est pas couché parce que c'est vrai qu'on vous a découvert médiatiquement, en tout cas, sur le plateau de Laurent Ruquier. Et Sa balance à Paris aussi. Et Sa balance à Paris, bien sûr, mais bien sûr, à 19h30, on vous retrouvera le samedi. Les horaires vont changer, c'est pas encore fixé, mais la reprise, c'est en octobre, ça c'est sûr. En octobre. Eric Nolot, vous êtes un membre à part entière de ce club de l'été, d'abord par l'intérêt que vous portez à tous les arts et à la littérature notamment, parce que vous êtes multicarte, représentant de la culture à la fois populaire et puis parfois la culture un peu plus pointue, et en même temps, capable de vous enthousiasmer pour un match de foot, comme le prouve donc votre dernier ouvrage intitulé Quand la coupe déborde. La coupe déborde, édité chez Stock, c'est un retour sur 11 matchs qui vous ont marqué et qui nous ont marqué aussi pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. Vous avez joué au foot. Est-ce que vous pourriez nous décrire un match de foot en utilisant vos 5 sens? Vous qui avez été sur le terrain. En tout cas, quand je jouais au foot, et je crois que c'est une expérience très commune parmi les footballeurs, en effet, les 5 sens sont mobilisés. C'est vrai que j'en parle comme une madeleine, et dans l'introduction à mon livre, la madeleine sonore qui me revient, c'est le bruit des crampons sur le carrelage dans les vestiaires. C'est très particulier parce que c'est le seul moment où on entend ce bruit. Après, ce sera soit sur des terrains stabilisés, soit des pelouses, mais en tout cas, ça ne fait pas ce bruit-là. Si on joue sur des pelouses, moi je jouais le dimanche matin, il y a l'odeur de la pelouse. Il y a l'odeur de l'air, et c'est vrai que
c'est quelque chose qui mobilisait les 5 sens, et d'autant plus que, par définition, quand on joue activement au football, c'est quand on est le plus jeune et qu'on est le plus ouvert à ce genre de sensations. Donc le football, là aussi, c'est beaucoup plus que du football, que de pousser un ballon, c'est une mobilisation de tout son être. Et le toucher, vous arriveriez à dire une sensation qui vous revient? Le toucher de balle, pour un footballeur, c'est essentiel. Et ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose d'inné. Moi, j'ai fait une expérience qui était à la fois merveilleuse et un peu traumatisante. C'est que j'ai fait un match de gala contre des très très grands footballeurs. Donc là, ce jour-là, j'ai compris qu'on ne jouait pas au même sport, en fait, que je m'étais trompé depuis le début. Et j'ai joué face à Suzy, qui était un joueur du Paris Saint-Germain, un des plus grands joueurs du Paris Saint-Germain. Et la manière dont il touchait la balle, vous vous dites, j'y arriverai jamais, parce qu'il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose qui dépasse la simple maîtrise technique pour atteindre quelque chose d'autre. Alors, vous parliez justement de Madeleine de Proust. D'habitude, on parle de Madeleine de Proust plutôt dans le domaine de la cuisine. C'est vrai qu'on a ces plats qui nous reviennent, les plats de l'enfance. Quand on parle des souvenirs du foot, généralement, ça renvoie aussi à l'enfance, au père, au grand-père. Il y a quelque chose d'un peu masculin dans tout ça. Est-ce que c'est votre cas ? Moi, il n'y avait pas une grande tradition footballistique dans ma famille. Je l'ai un peu inauguré avec mon petit frère, si j'ose dire, parce que maintenant il a 50 ans. Mais on jouait ensemble en plus, on jouait dans le même club, donc il nous est arrivé de faire des saisons entières ensemble, ce qui est tout à fait particulier de jouer en même temps que son frère. Et c'est plutôt lié à ça, plutôt qu'à une tradition d'aller au stade avec mon père ou mon grand-père. Ça, je l'ai pas fait. J'allais au stade avec mon petit frère, et maintenant je vais au stade avec mes fils, qui eux ont vraiment pris le virus du football, hélas, pour soutenir le Paris Saint-Germain, donc j'ai échoué dans leur éducation, puisque moi, mon cœur bat pour l'OM, donc j'ai échoué en tant que père. Mais c'est même mieux, c'est plus sympa d'avoir... Non, c'est pas plus sympa, parce que regardez l'historique des derniers PSG-OM, et vous verrez que pour un supporter de l'OM, il n'y a rien de sympa dans cette opposition. Et ça vous donne pas envie de changer d'équipe? On change pas d'équipe, pas d'équipe. Moi, je suis OM pour toujours, et j'ai quelques clubs comme ça, j'en ai à l'étranger, je soutiens Arsenal en Angleterre, pour des raisons familiales que je développe pas, je développe le Levski Sofia, je soutiens le Levski Sofia en Bulgarie, et on ne peut pas changer. Alors surtout pas de l'OM pour le Paris Saint-Germain. Là, j'en connais qui l'ont fait, vous savez. C'est la trahison. Il y a des joueurs qui passent d'un club à l'autre, ce qui était jusqu'à une époque récente assez compliqué à vivre quand vous reveniez dans le stade que vous aviez quitté, dans l'équipe que vous aviez quittée. Maintenant, moi je ne connais aucun cas de quelqu'un qui me dirait j'ai soutenu l'OM toute ma vie, maintenant c'est le PSG. Je ne connais pas. Je vais essayer de vous en trouver un. Vous me lancez ce défi? Moi, je suis prêt à accueillir les témoignages qu'on nous appelle. Des auditeurs qui ont... Parce que je voudrais le convaincre de revenir au Bercail. Voilà. Ou inversement, qui étaient très supporters du PSG et qui sont devenus supporters de l'OM. Alors peut-être qu'on change de ville, peut-être qu'on peut s'identifier à ce point-là, mais pour moi, ça ne marche pas. Europe.